Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode des balados de l'Institut d'études anciennes et médiévales de l'Université Laval. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Jean-Marc Narbonne et Monsieur Rémi Formosa. Messieurs, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation à participer à ce balado de l'Institut d'études anciennes médiévales. J'aimerais tout simplement qu'on commence avec une présentation de votre part. Je commencerai avec vous, Monsieur Narbonne, si vous pouvez vous présenter, décrire un peu vos intérêts. Oui, avec plaisir. Donc, heureux de faire cette entrevue. Donc, moi, je suis professeur de philosophie ancienne à l'Université Laval depuis une trentaine d'années. Je suis spécialisé dans la philosophie grecque, donc Aristote, Platon, les stoïciens, le néoplatonisme, etc. Et depuis une douzaine d'années facilement, un petit peu plus même, j'ai redirigé mes études parce que j'avais beaucoup travaillé pendant un certain temps la tradition grecque tardive et donc le néoplatonisme à partir du 3e siècle, 4e siècle après Jésus-Christ. Et depuis presque une quinzaine d'années maintenant, disons-le comme ça, je me suis penché sur la tradition démocratique grecque, sur l'héritage démocratique grec et sur la philosophie inspirée par ça et liée à l'expérience démocratique grecque. Donc c'est à peu près ça qui attire mon attention maintenant, à cause du rôle civilisationnel que les événements liés à l'essor démocratique grec, l'effet civilisationnel que ça a eu par la suite sur la tradition occidentale, à travers évidemment Rome, et puis en Europe maintenant, et aux États-Unis, bon, etc. Donc c'est tout ce courant-là qui m'intéresse. Et voilà. Merci beaucoup. Monsieur Formosa? Oui, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'invitation. Pour ma part, je suis à ma première année de doctorat. Je travaille sous la direction de Monsieur Narbonne à l'Université Laval et Monsieur Gontier à l'Université Lyon 3. Je travaille plus précisément sur l'influence de la pensée politique aristotélicienne sur un courant qu'on pourrait situer, je dirais, dans les alentours de 1660 en Hollande, plus précisément autour de Spinoza et des auteurs qui ont précédé Spinoza et qui ont pu, je dirais, lui fournir des arguments favorables à l'élaboration de sa pensée politique. C'est super intéressant, franchement, le sujet me semble assez passionnant. Oui, absolument. Je dois tout de suite remercier M. Narbonne pour ce sujet-là, puisque c'est lui qui m'a présenté, qui a eu la finesse d'esprit de remarquer qu'il y avait quelque chose qui n'avait pas été suffisamment traité par la littérature. C'est une lacune? C'est quelque chose qui est passé un peu sous le radar? Oui, je pense que M. Narbonne pourrait en parler. Mais vous aussi, c'est un peu dans l'histoire de la résurgence de la démocratie en Occident. Tout le continent hollandais, si on peut dire, il y a un chapitre hollandais de cette histoire au XVIIe siècle qui est relativement peu connu, du fait, entre autres, de l'accessibilité à la langue. À la langue, bien sûr. Il y a toute une littérature sur un certain nombre de commentateurs et d'historiens très influencés par la tradition aristotélicienne, une sorte de tradition démocratique. Ce sont ça origine un peu de Grotius, et puis ensuite, jusqu'au XVIIe, chez des gens comme les frères de la Cour, Van den Enden, qui a été le maître de Spinoza, puis Spinoza. Donc il y a tout un milieu partisan d'une société libérale, commerçante et démocratique. Et donc, il y a toute une réflexion sur la tradition démocratique chez eux, il y a un certain parallèle aussi en Angleterre,
avec notamment Algernon Sidney, qui est très connu du côté des anglophones, etc., parce qu'il a joué un rôle dans la Révolution américaine, je veux dire, comme inspirateur. Et donc, du côté hollandais, puis du côté anglais, il y a un mouvement démocratique, etc., qui va essaimer, qui va se répandre, et puis se diffuser. Et donc, et il y aura des échos en France, déjà au XVIIe, mais surtout au XVIIIe et tout ça. Et donc, cet épisode hollandais, son importance, on n'en a pas vraiment pris compte et fait état comme on devrait. Et donc, dans le type de questionnement que nous poursuivons à la chaire, sur le lien entre la démocratie antique et les démocraties modernes, etc., mais c'est un épisode très intéressant. C'est même un cas d'espèce, hein, que ce mouvement hollandais. Et donc, Rémy va creuser cette question-là autour de différents auteurs. Et évidemment, certains de ces auteurs-là, etc., je pense à Van den Enden ou même les frères de la Cour et tout ça, ils sont connus, mais ils ne sont pas forcément connus sous cet angle de réflexion, c'est-à-dire de l'héritage démocratique grec et notamment aristotélicien. Et ça, c'est quand même une pièce manquante dans l'histoire. Je vois justement que vous avez emporté quelques ouvrages. Monsieur Narbonne, déjà, commençons par le commencement, j'ai envie de dire. Vous avez là la Constitution d'Athènes d'Aristote. Croyez-vous qu'il s'agit là de la première pierre de tout cet édifice démocratique? Ben, c'est la Constitution, bon, c'est le titre qui est indiqué là, c'est la Constitution d'Athènes, mais en fait, c'est la Constitution Athénaïon, c'est la Constitution des Athéniens, c'est une traduction, bon, où on ne respectait pas à la lettre l'intitulé de la chose. Mais c'est un livre, ce texte-là, qui est d'Aristote ou de son école, c'est une chronique des événements de l'histoire d'Athènes, depuis Dracon, jusqu'à son époque à lui, Aristote. Donc c'est un document extrêmement important sur le plan historique parce qu'il nous donne beaucoup d'informations sur toutes les constitutions qui se sont formées depuis Dracon, donc à partir de Solon et tout ça, jusqu'à son époque à lui. Si je me souviens bien, il y a 11 constitutions différentes. Donc c'est vraiment toute une panoplie, là. Et puis, ben, ça nous raconte l'histoire archaïque d'Athènes, les premiers balbutiements de la démocratie, les premiers gestes, comment ensuite ça a pu retomber, puis c'est né à nouveau, etc. Il y a eu un développement jusqu'aux grandes réformes, évidemment, de Clisthène, l'Athénien, qui sont bien connus, puis ensuite Périclès, et puis entre les deux, il y a Éphialte et tout ça, il y a beaucoup de gens. Et donc, c'est un document. Et puis, la deuxième partie de cet ouvrage, c'est une analyse des différentes institutions athéniennes. Et c'est un texte très compliqué parce que quand on lit ça, on est très frappé. On a l'impression qu'on a affaire, je ne sais pas, à l'Empire de Chine avec régissant, je ne sais pas, 1 milliard d'habitants. C'est très complexe, alors que c'est une petite cité qui rassemble, on ne sait pas, 200 000, 300 000 personnes, etc. Je ne parle pas des citoyens, mais je parle de la mégapole athénienne, si on veut. Et c'est très technique. Le rapport entre les différentes institutions, les tribunaux, le mode d'élection des archontes et des magistrats, etc. C'est d'une technicité incroyable. La première fois qu'on tombe sur ce texte, on se dit, mais ma foi, on dirait la description d'un empire moderne très, très, très complexe, dans lequel il y aurait en plus de l'Internet et tout le reste. C'est incroyable. C'est vraiment... Et donc, ce que ça montre, c'est que c'est l'effort absolument exceptionnel de rationalisation. Et d'ailleurs, qui est à l'œuvre. Et d'ailleurs, je pense que un des traits distinctifs, justement, de cette tradition démocratique grecque, c'est pas seulement le mouvement lui-même, le mouvement démocratique, le changement des institutions, le mode de vie, tout ça, mais c'est aussi la rationalisation qui l'accompagne.
Et donc, c'est pas simplement qu'on fait de la démocratie, mais on réfléchit sur la démocratie, on théorise sur le phénomène, on élabore des concepts à ce sujet-là, etc. Donc, c'est un mouvement d'ensemble, parce que, bon, des épisodes démocratiques, des processus démocratiques, il y a pu en avoir ailleurs, sur Terre. On en parle même chez les Amérindiens, ou, je ne sais pas, la tradition de la palabre en Afrique et tout ça. C'est pas les seuls qui ont eu l'idée de faire des caucus pour discuter de questions. Le trait distinctif, c'est pas ça. C'est le fait que ce soit accompagné et enrichi par cette théorisation. Et là vraiment, c'est unique. Je veux dire, je ne vois pas l'équivalent nulle part. Et les politiques dans ce contexte? La continuité un petit peu de ce que M. Narbonne a dit, ce qui me semble assez magistral avec Aristote, c'est que c'est peut-être le premier qui se met à considérer le politique, devrais-je dire, comme un domaine à part entière qui mérite une élaboration conceptuelle propre. Donc il y a une certaine cassure avec ce qui s'est fait au préalable, je pense notamment à Platon, où là la politique est en quelque sorte réduite à une plus large spéculation, à une ontologie, à une métaphysique. Aristote, je crois, en tout cas, c'est le premier à vraiment avoir donné une légitimité pleine au domaine politique et avoir essayé, bon, la Constitution d'Athènes est un exemple éloquent, de classifier, de faire un exercice très précis. Et bon, ce qui est assez fascinant, je crois, avec les politiques, c'est la pérennité en fait des thèses qui y sont exposées. Bon, il y a bien évidemment des aspects qui sont un peu désuets, mais dans l'ensemble, la manière d'approcher le politique et de le considérer comme un domaine à part entière, je crois que c'est sans égal dans l'histoire de la pensée, et ça a eu des répercussions absolument considérables dans toute la tradition politique. Donc c'est pour ça qu'il est à côté de moi. Voilà. Je peux tout à fait bien comprendre ce point, ça va de soi. Et disons, avançons un peu dans le temps et la redécouverte de ces textes, en fait. Comment les gens de la Renaissance, de l'époque moderne, ont perçu ces textes? Comment ils se sont réappropriés ces textes, surtout? C'est quand même une question assez d'envergure, j'oserais dire. Puis, je ne sais pas si vous êtes en mesure de peut-être... Oui, je peux dire quelques points, peut-être apporter quelques éclaircissements là-dessus. La redécouverte des textes grecs et des manuscrits grecs à la Renaissance et tout ça, et même à l'époque médiévale, c'est une histoire variée, parce que ça dépend des textes. Il y a certains documents qui avaient disparu, qui étaient peu connus, peu ou pas connus, et d'autres étaient restés malgré tout dans la tradition latine déjà, etc. Mais si on veut, la grande redécouverte, c'est quand même... C'est les manuscrits byzantins. À Byzance, les textes étaient... Il y a une tradition grecque qui avait persisté. Et puis, à partir de 13e, 14e siècle, etc., il va y avoir de nouveaux échanges, à l'occasion notamment du concile de Ferrare et du concile de Florence, en Italie. Il va y avoir... une migration d'un certain nombre d'intellectuels et de manuscrits vers l'Occident, vers l'Italie, et puis une redécouverte des textes. Dans ce cadre général-là, l'histoire des politiques est fascinante, parce que le texte a quasiment disparu peu de temps après... Théophraste. Exactement. Peu de temps après l'époque d'Aristote lui-même, Théophraste et tout ça. Ensuite, on n'en entend presque plus parler. Dans la tradition grecque tardive, il va réapparaître à travers une traduction latine faite par Guillaume de Moerbeke. Et là, lui, il va traduire du grec ce traité des politiques qui, tout à coup, va avoir une nouvelle naissance et un impact grandissant dans la réflexion politique tardo-médiévale, puis dans le monde renaissant, etc., et ça, ce n'est plus ni moins qu'une révolution dans l'histoire. C'est-à-dire qu'on va trouver chez Aristote des arguments pour remettre le centre de gravité de la cité, de la vie politique, de remettre ça chez les citoyens, auprès des citoyens. Et donc, on va se servir d'Aristote
pour combattre, par exemple, le pouvoir papal, qui est très éloigné, etc., pour ramener... Donc, ce n'est pas forcément tout de suite un combat pour la démocratie, mais c'est un combat quand même qui consiste à interpréter les affaires politiques à partir de la population sur la base des citoyens. Et ça, c'est complètement révolutionnaire. Donc, il y a une longue joute qui va se mettre en marche avec des reculs, des avancées, etc., tout au long, etc. Et puis, l'histoire de cette redécouverte du texte d'Aristote, d'abord, elle est fascinante. Ensuite, elle explique les influences d'auteurs extrêmement importants comme Machiavel, par exemple, okay, qui est un lecteur d'Aristote. On connaît Machiavel, il est connu à cause du Prince, là, puis du machiavélisme, comme on dit, là, où les fins justifient les moyens. Là, c'est un peu ça l'idée, le machiavélisme et tout ça. Mais en fait, notamment dans son traité sur la première décade de Tite-Live, les discours sur la première décade de Tite-Live, il y a un moment aristotélicien, il est presque démocrate, quoi. Et ça, avant qu'on voit ça, qu'on se rende compte de ça, ça a pris beaucoup de temps. Bon, alors Machiavel, vous vous rendez compte, l'importance de Machiavel, c'est le Darwin de la révolution, de la pensée politique, hein? Donc c'est le révolutionnaire de la pensée politique. Et donc Machiavel, évidemment, va être lu énormément dans tout l'Occident. Et donc l'aristotélisme politique va, par son biais, se retrouver chez plein d'auteurs, etc. D'où chez nos Hollandais, dont on parlait tout à l'heure, les Anglais, etc. Ça, c'est extrêmement fort. Hobbes, lui-même, qui déteste la démocratie, mais ça ne l'empêche pas d'être au courant de ce mouvement-là, etc. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Et puis la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la résurgence de la démocratie à la fin du XVIIIe siècle, à travers la Révolution française, la Révolution américaine, bon, etc., est-ce que ça aurait été possible, ça, sans cette tradition interprétative qui est s'appuyant sur l'expérience grecque et sur la réflexion d'Aristote notamment, mais pas seulement. On pourrait mettre, je ne sais pas, Démosthène, l'orateur Démosthène, c'est tous ceux qui en ont parlé, les praticiens du politique de l'époque. Est-ce que l'idée même de la démocratie, est-ce qu'elle serait venue? Est-ce qu'elle aurait pris la même forme? Est-ce que ça aurait été aussi facile, même si ça a été difficile, hein? Bon, quand je dis aussi facile, je veux juste dire aussi facile par rapport au fait que si on n'avait pas eu ça. Okay? Ça, c'est des questions quand même extrêmement intéressantes et riches. Et puis, moi, j'ai l'impression quand même que non. J'ai l'impression que cet apport grec, aristotélico-démosthénien notamment, etc., a joué un rôle capital dans la lente redécouverte des vertus de la démocratie et qui a été, disons-le, malgré tout, pénible et complexe. Il y a un historien d'ailleurs qui est assez drôle, c'est Mogen Hansen, qui dit la démocratie, c'est pas comme l'histoire de Blanche-Neige. Premièrement, on ne l'a pas réveillée avec un baiser du prince, mais on l'a réveillée à travers des conflits et tout ça. Personne n'en voulait. Ça a été une chaude lutte. Mais l'élément démocratique grec, aristotélicien, comme je disais, démosthénien et tout ça, ça a été un rôle moteur très, très, très puissant. Oui, bien sûr. Et en un sens, ça a modelé l'Occident. C'est ce que je crois. J'aimerais vous entendre quand même oui, sur bien sûr, bien sûr. certains éléments. Il y a plusieurs éléments à prendre en compte, bien sûr. Un moment qui m'apparaît assez charnière, ce serait au tournant des XIVe et XVe siècles, quand les textes politiques et éthiques d'Aristote réapparaissent. Eh bien, on voit naître toute une littérature qu'il faudrait qualifier plus de républicaine que d'aristotélicienne, en quelque sorte, même si l'un n'empêche pas l'autre, hein. Je pourrais peut-être revenir là-dessus. Je pense à des auteurs comme Coluccio Salutati, Leonardo Bruni, qui vont se servir, et ça c'est très intéressant, se servir des arguments d'Aristote pour s'opposer aux visées hégémoniques des Visconti, qui était une famille milanaise aristocratique qui envisageait de mettre sur pied un pouvoir centralisé en Italie.
Donc on va se servir des textes d'Aristote, et notamment du livre 3, où Aristote montre comment la monarchie est en elle-même problématique. Donc aider, entre guillemets, des arguments d'Aristote, mais pas que. Je pense que Cicéron a joué aussi un rôle assez notable. C'est notamment les thèses de Skinner, qui a tendance à peut-être plus donner d'importance à Cicéron qu'à Aristote. N'en reste pas moins. Cette confluence d'impulsions va avoir un impact notable et va nourrir une tradition républicano-démocrate, en quelque sorte. Aussi fait intéressant, pour des mêmes raisons, ça va réapparaître un siècle plus tard, cette fois-ci au tournant des 15e et 16e siècles, avec la chute du régime médicéen en 1494. Et là, c'est Machiavel qui va reprendre en quelque sorte le fleuron de cette tradition républicaine, qui va effectuer une cassure avec celle qui a précédé, mais qui va, comme vous l'avez très bien dit, avoir un impact considérable chez les Hollandais. Il y a de nombreuses études qui sont en train d'être publiées sur ce sujet et qui montrent qu'à vrai dire, les frères de la cour, Franciscus van den Enden, Spinoza, tous ont lu leur Machiavel, et c'était tellement une évidence d'avoir lu Machiavel qu'on ne le citait pas. Je crois que dans le traité politique de Spinoza, il est cité qu'une seule fois, alors qu'il a nourri quasiment l'entièreté de ses textes, la méthode pragmatique de Machiavel, elle-même directement tirée d'Aristote. Bon, la liaison est facilement faite, en tout cas. Donc, je trouve fascinant, en fait, on a cité plusieurs auteurs, et moi, ce que je trouve assez remarquable, c'est que nos politiciens contemporains lisent ces gens, que ce soit Aristote, Machiavel. C'est des ouvrages qui demeurent encore aujourd'hui primordiaux pour une bonne méthode politique, une bonne façon de contrôler, qu'on le veuille ou non, les gens aussi, dans un discours, bien sûr, et c'est ce qui va porter, évidemment, à vouloir voter massivement, peut-être pour un parti ou pour un individu. Petite question, je ne sais pas si vous êtes familier, mais l'État westphalien, d'une certaine manière, il serait assurément issu de cette tradition démocratique. Oui, certainement. La tradition démocratique, c'est comme, il y a une source, admettons, au grec, là, etc. Puis ensuite, il y a différents ruisseaux. Donc c'est comme un méandre et tout ça. Bon, évidemment, l'épisode romain est important. Toute une discussion. Est-ce qu'à Rome, c'était une vraie démocratie? Bon, plus ou moins. Il y avait des éléments, un peu d'éléments démocratiques. Est-ce que Cicéron est démocrate? Plus ou moins, etc. Bon, il y a différents épisodes. Ensuite, durant tout le Moyen-Âge, etc., bon, mais là, c'est sûr qu'il y a une certaine disparition quand même. Les torrents se transforment plutôt en ruisseaux, ruisselets, etc. Mais il y a quand même une tradition quand même littéraire et des textes, de transmission des textes, même si les politiques disparaissent à peu près entièrement. Pour le monde arabe, on se demande si en islam, on a connu le texte des politiques. Ça, il y a un débat là-dessus. Certains pensent que oui, ils ont peut-être eu un épitomé, un résumé, hein, etc. D'autres maintiennent que non. Bon. Mais en tout cas, de toute façon, c'est extrêmement ténu. Mais il y a la tradition byzantine, où il y a cette réflexion quand même chez Italos, etc., qui s'est maintenue. Et puis ensuite, à la fin, dans le monde renaissant et par la suite, il y a eu différents épisodes. Donc, celui que vous mentionnez, peut-être qu'effectivement, il y a une filiation. Il faudrait voir plus dans le détail. Est-ce que l'influence, elle est diffuse comme ça, ou bien est-ce qu'elle s'est inspirée de textes précis, d'une certaine tradition? Je ne saurais pas vous dire dans le détail pour la Westphalie, mais donc, d'où le fait que c'est finalement un scénario très, très, très compliqué. Extrêmement compliqué, avec différents cas de figure qu'il faut analyser, bon, etc. Voilà. Mais au final, il doit bien y avoir des dénominateurs communs. J'ose imaginer. Est-ce que ça serait là le peuple en lui-même? Est-ce que ça serait juste la pensée philosophique qui est derrière? Je pense que il y a quelques valeurs, en tout cas, peut-être important de le dire. La démocratie athénienne, c'est pas simplement des institutions, comme le Conseil des 500, le tribunal des Héliastes, mais c'est peut-être plus généralement un ethos démocratique,
des idéaux démocratiques, une manière de se rapporter au tissu social, la liberté, l'égalité, la tolérance, le primat des autorités politiques sur les autorités religieuses, en quelque sorte. Donc, je pense que, entre guillemets, par l'intermédiaire de la pensée politique occidentale, eh bien, ce ne sont pas seulement les institutions qui se sont transmises, mais les valeurs démocratiques. Peut-être que Rome a joué un rôle notable, notamment par l'intérêt qu'elle allègue au bien commun, à l'avantage commun. C'est peut-être, je ne sais pas ce que vous en pensez, M. Narbonne. Il y a peut-être un élément qu'on pourrait dire, pour répondre à votre question, peut-être un élément qu'on pourrait dire, c'est que ce qui est assez typique des traditions démocratiques, que ce soit en Amérique, en Europe, etc., ou ailleurs, ce qui est assez typique, c'est quand même une sorte de jeu entre le collectif et l'individuel. Okay? Une place accordée à la valeur de l'individu, de la vie privée, de la vie personnelle, cette idée que l'État n'a pas à empiéter sur toute la vie, mais qu'il y a des espaces privés qui existent et qui ont une valeur. Et ça, c'est quand même un trait commun, quelque chose qu'on retrouve partout dans la tradition démocratique. Tandis que la tentation totalitaire, autoritaire, c'est l'idée d'aller contrôler tous les aspects de la vie, y compris la chambre à coucher, y compris les relations personnelles, y compris, etc. Et ça, ce jeu, cette dialectique, si vous voulez, entre l'oikos, la vie domestique, la vie privée, etc., et la vie collective, je pense que c'est un apport fondamental pour toutes les traditions démocratiques. C'est déjà inscrit dans le texte de Périclès, vous savez, dans l'oraison funèbre, dans la guerre du Péloponnèse de Thucydide. Périclès dit, c'est assez frappant, il dit « Nous sommes très stricts pour tout ce qui concerne les lois, l'application des lois, etc., sur le plan collectif, mais nous sommes tolérants, enfin, c'est pas le vrai terme, mais nous sommes légers dans le jugement des choses privées. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de marge de manœuvre. Bon, est-ce que la liberté des anciens et la liberté des modernes, ça aussi, il y a tout un débat là-dessus, est-ce que c'est la même, etc. Moi, je suis plutôt de ceux qui pensent qu'il y a un air de famille entre les deux. Je ne sais pas que c'est la même, okay? Mais il y a quand même un air de famille. Il y a quand même une sorte de proximité. Et Hansen, dont je parlais tout à l'heure, il fait cette comparaison qui est assez drôle. Il dit si la liberté des anciens n'a rien à voir avec la liberté des modernes, comment ça se fait que pour décrire nos libertés, on reprend leur vocabulaire? C'est quand même bizarre, ça, si ça n'a rien à voir. Donc, je crois que c'est une thèse très exagérée que certains bons spécialistes ont soutenue. Hein. Donc, il y a une rivalité interprétative par rapport à ça. Mais il est clair que les Grecs ont une envie très forte de vie personnelle, d'aventure commerciale personnelle, la possibilité de s'enrichir privément, ça existe. Okay? Et donc, ça, c'est quand même c'est une méga dimension, si je puis dire, parce que si on parle à des empires comme la Chine ou comme la Russie aujourd'hui, etc., c'est quoi justement l'idée? Mais c'est le contrôle total des individus. C'est ça, et puis le fait qu'on fait fi, au fond, de la valeur individuelle de l'individu, de la valeur de la personne. Ça, c'est typique. Hein? On peut sacrifier des gens, les soldats, ça compte pas. Et c'est un des traits. Je ne dis pas que c'est le seul, là, parce que ce trait-là s'accompagne d'autres, mais c'est quand même très, très fort, cette affaire-là. Ça va jusqu'aux libertariens américains. C'est l'autre extrême où, justement, la vie privée devient extrêmement importante, et puis et le contrepoids collectif s'amenuise. Vous voyez, il y a quand même cet élément-là. OK, d'accord. Oui, je vous suis. Je vous suis, effectivement. De votre côté Oui, sur ce sujet-là, c'est sûr qu'il y a un sacré débat interprétatif. C'est assez délicat. Moi, je peux peut-être
souligner le secours, à vrai dire, que peut nous apporter l'étude des textes antiques à ce sujet-là. Parce que quand on définit la liberté de manière strictement négative, comme comment dire, non-interférence. On voit sa première formulation dans les textes de Hobbes, c'est-à-dire que l'individu est libre, là où l'État, entre guillemets, ne s'exerce pas sur l'individu. Soit, d'accord. Cependant, comment pouvons-nous garantir cette liberté si la population ne participe pas à l'élaboration de lois afin de protéger cette liberté négative? Donc il y a toute une manière qui est très importante et où il faut essayer d'envisager adéquatement ces deux libertés afin de garantir cette liberté négative, mais cette liberté négative, pour être maintenue, exige un engagement du citoyen dans la décision politique. Et ça, les Grecs en sont un exemple éloquent. C'est très important. Et il y a aussi toute une tradition qui minore, entre guillemets, la complexité de la liberté positive chez les Grecs. On s'est mis, Constant notamment, Hobbes, Benjamin Constant, on s'est mis à considérer que cette liberté positive, donc qui décrit une volonté de s'affirmer comme étant libre, et donc pour s'affirmer, il faut participer à la décision politique, a tendance à, bon, en vrai dire, les Grecs n'étaient absolument pas libres, il n'y avait aucune jouissance de la vie privée, or les études... c'est faux, ça. C'est absolument faux, c'est ça, c'est ça. Et peut-être était-ce une articulation juste de ces deux libertés. Les Grecs avaient compris que pour pouvoir vivre décemment de manière privée, faire du commerce, organiser l'éducation de ses enfants, ouvrir des banquets, bref, eh bien, il fallait, de l'autre côté, participer activement à l'élaboration de lois. Donc, Super. Je me permets un dernier chapitre à cette conversation, messieurs. J'ai vu que vous aviez beaucoup travaillé, entre autres, sur le néoplatonisme. La différence entre Aristote et Platon à ce niveau-ci, d'un point de vue sur ce qu'est la démocratie. Question un peu générique, mais j'aimerais peut-être vous entendre sur ces grandes différences. Ouais. Là, vous me mettez sur mon péché mignon. J'avais bien cru lire que ça l'était effectivement. Je pense qu'il y a deux grandes traditions politiques grecques. Une inspirée de Platon, qui justement est plus autoritaire, Oui, en l'occurrence, oui. Absolument, qui est plus autoritaire, qui est plus centralisé, etc., et où il y a une sorte de négation de l'individu. Okay? Platon a une fascination pour l'Égypte, okay? Et pour les régimes, comment dire, pour les régimes gelés dans l'histoire, où il n'y a aucun changement et où tout est dirigé par l'État. Donc le statu quo, en fait. Là. Statu quo total, okay? Une sorte de fixisme absolu. Et puis d'autre part aussi, un contrôle de l'individu. Il y a cette métaphore chez Platon, à plusieurs reprises, hein, dans la République, mais dans d'autres textes aussi, le Gorgias, le politique, etc., c'est qu'il faudrait que la cité soit comme un organisme entier. Tu sais, comme vous avez deux bras, vous avez deux jambes, etc. Tout ça est connecté. Puis votre bras droit, il n'y a pas sa vie individuelle par rapport au reste de votre corps. On est bien d'accord? OK. Mais pour lui, la cité, ça devrait être ça. C'est-à-dire que quand une partie de la cité pleure, toute la cité devrait pleurer. Hein? Quand une partie de la cité a mal, l'autre aussi, ça devrait... Il y a un fantasme d'homogénéité et une métaphore organiciste de l'État qui est terrifiante. Terrifiante. Et heureusement, peut-être que ce que je vais dire va choquer certains de vos auditeurs, heureusement qu'on a eu Aristote comme une sorte d'antidote à ce poison. Ah, c'est intéressant, ça. Okay? C'est un antidote. Et moi, je dis souvent, Aristote n'est pas un antidote parfait. Pourquoi il n'est pas parfait? Parce que, bon, son parti pris démocratique est complexe, d'une part. Puis, il est complexe en lui-même, mais il est complexe à lire aussi, parce qu'Aristote est un auteur difficile et compliqué, très nuancé et donc très compliqué. Donc pour la masse des gens, c'est compliqué. Et donc, mais heureusement quand même qu'il a tué dans l'œuf cette folie platonicienne, ce délire organiciste qui, je veux dire, autorisait un pouvoir discrétionnaire absolu de l'État. Et c'est très frappant. On s'en est aperçu, je pense, à un commentateur très important au 19e siècle allemand qui s'appelle Anken, qui déjà dit le texte d'Aristote, c'est le premier texte que nous ayons qui pose les limites théoriques au pouvoir de l'État.
qui dit que l'État n'a pas tout pouvoir sur l'individu. Ça, c'est incroyable. Incroyable. C'est un trait de génie de la part d'Aristote. Et si on n'avait pas eu ça, mamma mia, mais qu'est-ce que ça aurait été que notre histoire? Vous vous rendez compte? Je veux dire, on aurait été pris dans un système comme une chape de plomb. Donc, ce travail aristotélicien de remise en cause de l'absolutisme, parce que finalement, c'est ça, qu'on va retrouver ensuite chez d'autres auteurs, comme Rousseau, qui est un fan de... chez Mably, enfin, il y en a plein, hein, je veux dire, jusque les nazis, hein, qui adulaient Platon et son régime. Donc, heureusement qu'on a eu ce contrepoids, cet antidote aristotélicien, même si, encore une fois, il n'était pas parfait, mais c'est quand même extraordinaire qu'il ait... Déjà, il faut, à ce sujet-là, lire le livre 2 des Politiques d'Aristote. Les 6 premiers chapitres, c'est même pas long, hein, c'est, je sais pas moi, 20 pages, 15 pages, 20 pages, où il démolit l'interprétation platonicienne de la cité. Il n'en reste rien à la fin. Rien de rien. Et que les commentateurs n'aient pas été plus sensibles à ça est pour moi un mystère. Et que Platon ait gardé une aura sur la pensée politique pendant les siècles est pour moi de l'ordre de la... Alors là, je n'ai pas de qualificatif pour décrire ça. Ouais, quoi. J'oserais dire quoi dire de plus à cela, mais j'ose me retourner vers vous. Peut-être pour renchérir sur ce sujet-là, je pense que l'intérêt majeur d'Aristote, c'est d'avoir pensé le politique non pas tel qu'on voudrait qu'il soit, de manière idéale, mais tel qu'il se présente à nous. Ah. Et c'est peut-être ça, si j'ose dire, la folie de la pensée platonicienne, c'est d'essayer d'envisager les choses avec une fixité qui est stérilisante. C'est que pour Platon, le savoir est envisageable et on peut, eh bien, nous pouvons posséder un savoir précis des choses et donc eh bien, l'architecture politique doit se calquer à ce savoir que nous possédons des formes. Chez Aristote, c'est beaucoup plus nuancé et cette nuance fait en sorte qu'une espèce d'idéal fixe, pour Aristote, est inatteignable et donc il faut se rabattre sur un idéal peut-être plus modéré, mais c'est une phrase de Aubin, c'est qu'au final, le régime idéal mis en avant par Aristote, c'est un pis-aller qui n'en est pas un. C'est-à-dire que c'est un idéal à hauteur d'homme. Et en ce sens-là, beaucoup plus modéré, beaucoup plus parcimonieux et évitant les excès de toute forme d'autoritarisme. Il y a une autre tradition qui a tendance aussi à être assez régulièrement cachée, c'est celle de la pensée sophistique. Parce que je ne crois pas que la démocratie athénienne est envisageable sans le mouvement sophistique, et vice-versa. Les sophistes, c'est une autre manière de s'opposer entre guillemets, à l'hégémonie platonicienne, c'est-à-dire de considérer eh bien, que nous n'avons pas un savoir parfait des choses et qu'en ce sens-là, il va falloir délibérer. Et là, on a une tradition très importante qui va souligner l'importance de la délibération, du débat, des joutes oratoires, parce que, à vrai dire, c'est la seule chose qui nous reste. Lorsqu'on ne possède pas un savoir fixe des choses, eh bien, il faut délibérer. Qui dit délibération dit plus facilement démocratie. Et donc, plus modéré aussi. Donc, voilà. Je ne sais pas, je vous laisse le mot de la fin, messieurs. Je ne sais pas si vous aviez quelque chose de plus à rajouter à cette conversation. Je dirais peut-être que, justement, j'espère qu'il n'y aura pas de fin. J'espère que ce processus démocratique qui rencontre des difficultés aujourd'hui, il faudrait être aveugle pour ne pas le voir. On est peut-être dans un creux de la vague, là, au fond, ce que le regard historique long nous permet de constater, c'est que la démocratie, les processus démocratiques, etc., ont toujours fait l'objet d'un combat. Il n'y a jamais eu de démocratie facile. C'est comme les mariages, il n'y a pas de mariage facile. Il y a toujours, un travail sur les compromis et tout ça. Et donc, l'expérience, le long regard nous permet peut-être de nous consoler un peu sur la situation présente, qui est difficile, c'est clair, extrêmement difficile. On ne sait pas ce qui va en résulter. Mais en même temps, on se dit, ce n'est pas le premier écueil que le mouvement démocratique rencontre. C'est un combat. C'était un combat déjà en Grèce. C'était un combat au XVIIIe siècle. À chaque
époque il y a eu ça. Donc quand on relativise comme ça, on garde un petit espoir peut-être que les choses vont se stabiliser et se calmer un peu, et que l'approche démocratique, qui est juste un point que je dirais, moi ce qui m'intéresse, c'est pas une histoire événementielle de la démocratie, c'est une histoire philosophique. C'est-à-dire, je défends cette tradition démocratique pour des raisons philosophiques, c'est-à-dire pour des raisons qui touchent l'essence de ce que c'est que la vie humaine. Et c'est seulement, selon moi, dans un régime démocratique que le respect de l'individu est accompli. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas juste une question d'événement, là, etc. C'est vraiment une question de valeur. Hein? Dans la démocratie, vous avez en principe des droits égaux aux miens. Et ce à quoi j'ai droit, vous y avez droit aussi. Ça, c'est quasiment chrétien comme message, si on veut. Hein? Une sorte de... Et c'est ça c'est ça mon souci là-dedans. Bon, pas particulièrement, mais comme vous l'avez bien dit, quand ça va mal, c'est que ça va un peu bien. Parce que si ça va trop bien, c'est qu'il n'y a qu'une seule pensée, une seule manière d'envisager le lien politique, et ça devient effrayant. Donc si ça va mal, c'est qu'il y a des débats, et quand il y a des débats, c'est signe de santé. Donc voilà, je terminerai là-dessus. C'est super. Messieurs, merci beaucoup. Franchement, c'est une super belle conversation. J'ai beaucoup aimé les sujets. Vous avez nommé énormément d'auteurs également, donc nos auditeurs ont de quoi lire, je crois. Donc vraiment, merci beaucoup de vous être prêtés au jeu. C'est gentil. Merci à vous, merci. Merci.